Nouveau journal sur Eden TV. Bonjour à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, le discours du chef de l'État à New York, Patrice Talon, s'exprime pour la première fois à la tribune des Nations Unies. C'est dans le cadre de la 71e session de l'institution onusienne. Les députés doivent procéder à l'examen du projet de budget du Parlement et à la désignation de leurs représentants dans les commissions communales d'actualisation de la LEPI. Ils tiennent une séance plénière ce jeudi à cet effet. Le gouvernement du Gabon menace d'arrestation tout auteur de nouvelles violences du camp de l'opposition du pays. Cette mise en garde intervient à l'approche de l'annonce par la Cour constitutionnelle gabonaise de sa décision relative au recours de la présidentielle d'août dernier. Patrice Talon à la tribune de l'ONU, Organisation des Nations Unies. C'est une première pour le président de la République du Bénin au cours de cette 71e session des Nations Unies qui se déroule à New York aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État béninois devrait axer son allocution sur les ODD, objectifs du développement durable qui prennent en compte des composantes telles que la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau et à l'électricité. Nouvelle du Parlement béninois, les députés sont réunis ce jour à l'Assemblée nationale pour examiner deux dossiers, à savoir l'adoption et le vote du budget du Parlement gestion 2017 et la désignation des représentants de ce Parlement dans les commissions communales d'actualisation de la LEPI. Les parlementaires tiennent leur séance plénière à la demande du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedji, et 72 heures après l'ouverture de la 4e session extraordinaire de l'année 2016. Ce fut l'une des actualités brûlantes de ces derniers jours, la destitution des maires. Nous vous avions parlé de celle de l'ancien maire d'Alada. Il a été remplacé, vous le savez, par Michel Akle-Hintor. Celui-ci s'est exprimé. Il nous parle des circonstances de la destitution de son prédécesseur. Ce sont des propos recueillis par Laurent Tonné-Ikes et Cyril Agbo. J'ai été élu par 12 conseillers sur 12. Le groupe qui avait destitué le maire était 12, sinon on était 13 au départ. Et le 11 août dernier, la mort a fauché un membre du groupe. Donc nous sommes restés 12. Et les 12 font les 2 tiers qui pouvaient destituer et élire un nouveau maire. Et c'est les 12 encore qui ont élu le maire que je suis aujourd'hui. Nous sommes obligés aujourd'hui de bien gérer, de faire en sorte qu'on ne tombe pas dans les mêmes erreurs que l'équipe précédente. La pauvreté y règne. Nous allons mener une grande lutte contre la pauvreté. Ce serait notre vraiment bâton de pèlerin. Et que la jeunesse d'Alada, aujourd'hui, nous allons tout faire pour rendre la jeunesse d'Alada heureuse et toute la population d'Alada heureuse. Nous avons notre feuille de route, nous avons nos programmes qu'aujourd'hui nous ne sommes pas prêts à les mettre devant le monde entier. Nous sommes d'un groupe. Nous constituons un groupe, c'est un groupe qui a destitué le maire. Donc nous nous sommes dit que tout se fera dans le groupe. Voilà pour le témoignage et la destitution de l'ancien maire d'Alada a suscité beaucoup de réactions. Alada, les ressentis après la destitution du maire, c'est un sujet d'Antoinette Sagbo, Laurent Tonné-Ikes et Cyril Agbo. Mathias Digla, maire d'Alada déchu, a cédé depuis vendredi dernier son fauteuil à Michel Akle-Hintor. Si au sein de l'opinion nationale, cela suscite beaucoup de commentaires, plusieurs habitants d'Alada approuvent l'élection du nouveau maire. Certains estiment aussi que cela est légitime et relève de la volonté du peuple qui s'est exprimé à travers le vote des conseillers communaux d'Alada. L'élection du nouveau maire n'est qu'une chose légitime. Ça sort de l'approbation des citoyens qui aspirent à une bonne démocratie, n'est-ce pas? Le nouveau qu'on a élu travaille parce que l'ancien maire n'est pas si mauvais, parce que c'est qu'il a voulu faire une gestion solitaire, si j'ai bien compris. Hein. Sinon les autres ne peuvent pas se révolter comme ça et ils vont le destituer. C'est quelqu'un qui a pris l'engagement de bien travailler. Maintenant, si tu ne sais pas gérer, il est parmi les conseillers, tout le monde ne peut pas être contre toi. Effectivement, il y a quelque chose qui est là. À Alada Togudo, arrondissement d'origine du maire déchu, quelques-uns estiment que c'est de l'ordre normal des choses qu'il soit destitué, car selon eux, il avait été imposé par l'ancien régime du Bénin. D'autres évoquent une intrigue politique pour justifier donc sa destitution. La destitution du maire d'Alada, ce n'est pas quelque chose qui est de nouveau à nous. On sait qu'il est élu par la force, donc la décision, c'est lui-même qui connaît que
il ne peut rester là longtemps. L'ancien maire a été élu selon la volonté de l'ancien régime. Qu'il soit destitué maintenant que le régime est remplacé par un autre, c'est tout à fait normal à mon sens. Depuis l'avènement politique d'Alada, il y a toujours problème de discussion, de décision. Moi, je pense qu'il y a là des problèmes. C'est mon impression. Un problème politique pour des jours à venir même. Parce que avant que ça ne soit bien vu et réglé, au clair, il faut asseoir les anciens hommes politiques pour qu'ils réfléchissent vraiment au sujet de notre commune Alada. Destitution ou non, ce qui constitue une priorité pour les habitants d'Alada, c'est le développement de leur commune. Peu importe ce qui se passe, qu'on destitue le maire, qu'on en ramène un autre, ce n'est pas encore là le problème. C'est le véritable problème du développement de la commune d'Alada qui est très très important pour moi. Voilà qui est très clair. Éducation, c'est la solution du gouvernement pour pallier les fermetures de certains centres universitaires. Le projet de renforcement des infrastructures universitaires, concrètement, il vise à construire des amphithéâtres pour les facultés. À gros effectifs, est-ce la solution? Les étudiants donnent leurs avis sur le sujet. On les écoute. Nous félicitons le gouvernement pour cette politique, mais nous voudrions vraiment que, au lieu de construire les 1600 places, c'est-à-dire les amphis à gros effectifs comme ça, il faudrait quand même qu'on essaie quand même de construire des amphis qui pourront garder 200, 100 étudiants comme ça et permettre à ce qu'il y ait, au lieu que qu'on essaie quand même de répartir les effectifs par A, B, C, D, comme nous faisons, comme ça se fait en géographie. Et, il va forcément falloir que l'État continue à investir dans l'audio, c'est-à-dire les cours télévisés, où l'enseignant peut dispenser un même cours qui serait réparti dans plusieurs salles. Il suffit seulement que les étudiants viennent dans la salle de cours et que le professeur déjà quelque part, ou bien qu'il est en train de faire le cours, il est présent dans un seul cours, mais que les autres arrivent quand même à le voir, même s'il n'est pas là. Construire d'abord des infrastructures ou bien des amphithéâtres de 1600 places, je crois que ça ne répond pas aux normes du système LMD, même si dans le système il y a des exigences. Par moment, il faut faire des cours de tronc commun où plusieurs entités pourront se regrouper dans un amphi et ça a besoin d'un amphi de grande capacité. Mais par rapport à cette exigence, nous avons déjà des amphis à grande capacité. Eu égard aux réalités auxquelles nous faisons face actuellement, je pense que le gouvernement s'y est un peu mal pris. Nous sommes en train de parler d'une bonne application du système LMD. Et si nous nous inscrivons dans cette logique-là, c'est qu'on ne peut plus construire des amphithéâtres de 1600 places. De 1600 places. Cela voudra dire que nous ne voulons pas vraiment prendre en compte les exigences du système LMD. Les feux tricolores sont de nouveau opérationnels au carrefour à Kosombo. Ils sont censés faciliter la circulation au niveau de ce carrefour, mais vous allez le voir, la mise en service de ce dispositif fait beaucoup de mécontents. Cotonou, carrefour Sika Toyota, il est 7h48. Ce rond-point stratégique de la capitale économique du Bénin est connu pour les embouteillages qui se forment sur les axes qui débouchent chaque matin et chaque soir aux heures de pointe. Depuis quelques jours, dans l'optique de régler un tant soit peu le problème, les autorités municipales ont décidé de mettre en service les feux tricolores qui y sont installés depuis quelques années. La solution pourtant semble pire que le problème. Il vaut mieux de laisser les policiers à faire circuler les gens comme ils le faisaient avant, ce serait mieux. J'ai vu que c'est plus lent qu'avant. Là où il y a au carrefour des policiers, que ce serait même plus la peine de voir les feux. Puisque nos feux là sont souvent en panne. Eux, ils essaient de voir de quel côté il y a plus d'embouteillages pour laisser passer. Vraiment, s'ils pouvaient encore régulariser ça, mais si c'est 5 minutes, ce serait mieux. Ceux qui ont quitté le marché, eux,
Vraiment, à ce temps-ci, il y a vraiment de go solo sur ce tronçon. Certains usagers de la circulation approuvent quant à eux la mise en service des feux tricolores, même si les délais d'attente leur paraissent excessifs. On est dans le monde de modernisation quand même. Bon, si la technologie peut faire remplacer l'œuvre humaine, autant mieux. Les policiers ont d'autres choses à faire. Un peu accéléré sur le temps à attendre, quoi. Au moins un peu réduit, ce serait formidable. La circulation aux heures de pointe en direction du carrefour Sika-Toyota n'a jamais été aussi éprouvante. Une situation que les moins patients préfèrent éviter en choisissant des voies de contournement ou en retardant de plusieurs heures leur départ de leur lieu de service. Politique au Gabon, 3 ministres du gouvernement gabonais mettent en garde l'opposition et son candidat Jean Ping contre tout risque de violence qui surviendrait après l'application par la Cour constitutionnelle du Gabon de sa décision relative à la présidentielle du 27 août dernier. Le pays est en effet dans l'attente de cette décision qui pourrait soit confirmer la réélection du candidat déclaré vainqueur de cette présidentielle Ali Bongo, soit mettre en évidence son échec. Ce vendredi pourrait donc être le jour de tous les dangers au Gabon. On écoute les ministres gabonais en conférence de presse ce mercredi. Ces cellules ont pour but simple, celle d'organiser les petits groupes de guérilla à l'intérieur de la ville, pour qu'au moment de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, si certains compatriotes ne sont pas proclamés élus, ils mettront tout ça en branle pour semer encore le désordre dans la ville. Il est utile que chacun de nous sache que dans les jours qui vont suivre, nous restions très vigilants. Très vigilants, que nous évitions des attroupements de quelque nature que ce soit des attroupements qui paraissent armés, que ce soit des attroupements qui paraissent non armés. Je voudrais simplement dire qu'il y a manifestement une organisation militaire qui se met en place pour tenter de déstabiliser les institutions démocratiquement choisies. Oui, nous ne sommes pas aujourd'hui dans un état d'esprit tel que nous l'accepterions, M. Ping. Mais s'il franchissait la ligne rouge, oui, madame, il serait arrêté. Toujours en Afrique centrale, la vie a repris son cours presque normal ce mercredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après 2 journées de pillage et d'affrontements entre forces de l'ordre et jeunes réclamant le départ du pouvoir de Joseph Kabila, nous apprend l'AFP, l'agence France Presse. Je vous propose maintenant d'écouter les réactions de certains Congolais. S'agissant du bilan en perte des vies humaines, depuis le 19 jusqu'au 20 septembre 2016, cela se chiffre désormais provisoirement à 32 tués. Filles et fils de notre cher pays, tous ensemble disons non à la violence et disons oui à la paix et à la réconciliation. Les événements tragiques de ce jour, lus à la lumière des Saintes Écritures, nous invitent à un changement en profondeur. Un navire de migrants a subi un naufrage en Méditerranée près des côtes égyptiennes et transportait 450 personnes. Selon les témoignages de certains survivants, le drame a engendré la mort de plusieurs personnes, commentait Antoinette Sago. 3 enfants morts, 3 enfants d'un même père qui, en annonçant la tragédie, font en larmes. Comme Abdel Hamid, 28 ans, ils sont plusieurs dizaines à avoir perdu au moins un parent ou un proche dans ce nouveau naufrage d'un navire de migrants clandestins en Méditerranée, près des côtes égyptiennes. Le bateau ne peut pas transporter plus de 100-150 personnes. Ils l'ont trop chargé et de nombreuses âmes ont été perdues. Le bateau a commencé à se coucher sur le côté et s'est retourné d'un seul coup. Ceux qui sont tombés sur l'arrière ne se sont jamais relevés. Il n'y avait pas d'issue. Ceux qui étaient sur le bord ont sauté et ont attendu que Dieu vienne nous sauver. Au total, 42 morts et 163 secourus selon le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed. Malgré les dangers de la traversée vers l'Europe, certains migrants trouvent des arguments pour expliquer leur choix. J'ai risqué ma vie et la vie de ma femme et de mon fils, car on ne peut plus vivre dans ce pays. Les prix montent sans cesse et ne redescendent
Je ne sais pas où sont ma femme et mon fils. Moi seul ai survécu. J'aimerais être avec eux. Je vais me sentir coupable toute ma vie. Je suis responsable de leur mort. Les survivants les moins malchanceux expriment leur joie d'avoir été sauvés des eaux. C'était très effrayant, un événement tragique, le pire que j'ai jamais vu, mais Dieu merci, je suis toujours en vie. J'ai des enfants en Somalie, un territoire nomade, alors j'essaie de réunir ma famille, d'avoir une vie meilleure dans un endroit sûr. À cause de ma situation, je ne peux pas retourner en Somalie, je serai en danger si je retourne en Somalie. Le navire avait embarqué 450 passagers, la plupart égyptiens, soudanais, érythréens, somaliens et syriens. Parmi les victimes figurent 10 femmes, un enfant et 31 jeunes hommes. 65 000 personnes sont touchées par la famine au Nigeria, victimes collatérales pour la plupart de l'insurrection de Boko Haram. Pour prendre en charge les cas les plus graves, MSF Médecins Sans Frontières fait fonctionner une unité de soins intensifs à Maïdougouri. Reportage. Soigné en urgence, Abdoulaye a bien failli mourir de faim. Pendant que les médecins le mettent sous perfusion, la mère de ce petit garçon de 2 ans, Hadiza, n'ose pas regarder la scène. Dans cette unité de soins intensifs installée à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, les équipes de MSF traitent les cas de malnutrition les plus graves. Victimes collatérales de l'insurrection islamiste de Boko Haram, les enfants arrivent chaque semaine plus nombreux, affamés et le regard vide. Plusieurs d'entre eux sont dans des états très graves. Ce sont des patients critiques et les maladies que nous voyons tous les jours dans cette unité de soins intensifs sont liées à la septicémie, à la pneumonie, au paludisme et à la diarrhée. Depuis 7 ans, le groupe islamiste Boko Haram a dévasté le nord du Nigeria et la région du lac Tchad. Près de 20 000 personnes sont mortes et plus de 2 600 000 habitants ont été chassés de chez eux. Selon les Nations Unies, la famine frappe 65 000 personnes. La dernière fois que nous avons eu de tels cas, c'est quand nous avons eu la guerre au Nigeria, quand les gens étaient bloqués derrière les lignes de front et immédiatement après la résolution de la crise, nous étions en mesure d'y accéder et nous avons vu des cas très graves. Ici, dans le camp de Mouna, plus de 16 000 déplacés essaient de survivre. Les conditions d'hygiène sont précaires. Les équipes médicales se relaient pour diagnostiquer et soigner les plus affaiblis. Mais la situation est encore plus grave dans les zones isolées où les membres de Boko Haram mènent toujours des raids meurtriers malgré la reconquête de nombreux territoires par l'armée. En ce moment, plus de la moitié de la région est inaccessible. Donc il y a encore beaucoup de gens là-bas qui ont besoin d'aide. Pour endiguer la crise alimentaire qui touche 6 300 000 personnes à l'échelle régionale, 661 millions d'euros sont nécessaires. Le Nigeria, à lui seul, a besoin de plus de 400 millions d'euros. Une somme qui paraît bien difficile à atteindre, alors que le pays entre en récession économique. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.